Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur H Télévision, bienvenue à votre interview hebdomadaire de plateau. Ce soir, nous recevons le professeur Mathias Eric Oona Nguini, notre invité de ce soir. Avec lui, nous passons en revue quelques grandes questions d'actualité. Professeur, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes un universitaire, politologue, mais aussi et surtout consultant dans plusieurs médias nationaux et internationaux. On va parler de l'actualité vous concernant, mais avant d'y arriver, une question. Comment vous vous définissez aujourd'hui? Comme un intellectuel au service de la vérité ou un intellectuel de pouvoir? Ce serait d'abord laisser entendre qu'un intellectuel au service du pouvoir, si j'en suis, ne serait pas au service de la vérité. Non, je me définis d'abord comme un universitaire. Oui. Maintenant, les universitaires exercent une fonction d'intellect. Par ailleurs, depuis plusieurs années, en fait près de 2 décennies, Oui. j'opère aussi comme un intellectuel public à travers ma participation au débat, aussi bien au débat dans les médias, autour précisément des rapports politiques en tant qu'analyste et analyste politique, et aussi en tant que, si on peut dire, éducateur populaire, Oui. vulgarisateur qui explique au grand public les ressorts d'un certain nombre de phénomènes politiques. C'est d'abord ça. Oui. Maintenant, le rapport à la vérité, c'est quelque chose qui est très complexe. Pendant que moi, je croirais dire la vérité, d'autres estimeront que je suis très loin de la vérité. Oui. Le rapport à la vérité n'est jamais aussi simple qu'on pense. Maintenant, ici, on adore beaucoup les étiquettes. Soit on est intellectuel du pouvoir, soit on est intellectuel contre le pouvoir, mais de toutes les manières, ce qui est le plus important chez un intellectuel, c'est l'exercice de sa fonction d'intellect, une fonction qui peut fonctionner, qui peut opérer dans différents registres. Un registre critique, dans lequel certains croient reconnaître la fonction exclusive de l'intellectuel. Un registre didactique, qui correspond précisément à ce que j'appelais tout à l'heure l'éducation et la vulgarisation. Un registre technique qui correspond à une volonté de réfléchir sur les problèmes en proposant des solutions. Et contrairement à ce que certains pensent, je suis aussi dans ce registre parce qu'effectivement, j'ai fait des travaux de consultation pour des organismes internationaux autant que pour les institutions nationales dans un certain nombre de domaines. Le registre critique dans lequel vous vous définissez, est-ce au service d'une orientation politique? Le registre critique n'est pas nécessairement au service d'une orientation. Au service d'une idéologie, alors. Une orientation politique, si on entend par là qu'on serait nécessairement lié à une formation politique. Non. Et le registre critique n'est pas le seul registre précisément. Dans mon évolution, je n'entends pas ou je n'entends plus me limiter simplement à ce registre critique parce que finalement, si c'est l'une des voies qui permet à l'intellectuel de s'exprimer, ce n'est pas nécessairement la seule. Il y a d'autres registres, mais bon, comme on n'a pas assez de temps, je ne reviendrai pas là-dessus. Oui, mais la question est de savoir, aujourd'hui, il y a de nombreuses critiques qui affublent contre vous, qui vous catégorisent justement comme étant cet intellectuel de pouvoir, contrairement à l'intellectuel que vous avez été dans le passé. Et alors, même si c'était le cas, je suis libre de mon positionnement. Personne n'a à me dicter les orientations que je choisis. Si je veux me mettre un intellectuel de pouvoir, un clerc, je suis libre de l'être. Mais vous êtes libre, vous êtes libre de ne pas avoir une constance. Je suis libre de choisir le positionnement que je veux. Personne n'a à me dicter quelque positionnement que ce soit. Mais est-ce que ce sont d'abord les gens, s'ils estiment que j'étais un intellectuel anti-pouvoir, qui m'ont dicté ce positionnement? Non.
Je suis libre même de changer de positionnement. Est-ce que votre posture d'analyste ne vous impose pas une certaine constance dans vos idées? Non. L'analyse, ça n'a rien à voir avec la... Ça dépend d'abord de ce qu'on appelle idée. L'idée peut renvoyer simplement ici au processus de pensée qu'on a à propos de quelque chose. L'idée peut renvoyer maintenant à quelque chose qui est orienté du point de vue des valeurs et du point de vue de l'humeur, notamment de l'humeur politique. Donc, ça dépend de ce qu'on entend par idée. Ce qu'on demande à l'analyste, c'est de développer une certaine manière de présenter une situation et de faire valoir des arguments qui renvoient à des faits, à des éléments situationnels, et de les éclairer par l'utilisation de la raison. Maintenant, l'analyste évolue dans des conditions bien précises. L'analyste, ce n'est pas un chercheur. Il peut par ailleurs être un chercheur à l'université, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes exigences qui jouent. En tant que chercheur, il y a une autre posture parce que le chercheur a beaucoup plus de distanciation par rapport aux événements. La logique même de la recherche scientifique, notamment universitaire, lui impose un certain nombre de canons en termes de distanciation. L'analyste peut, dans une certaine mesure, avoir de la distanciation, mais s'il en a de manière importante, il risque de ne pas se faire comprendre par le public, parce que tout le public n'a pas nécessairement accès au niveau de pensée, d'analyse et même de langage qu'il pourrait utiliser à ce moment. Parce que la distanciation vous impose d'adopter une certaine discipline, une certaine exigence qui n'est pas immédiatement accessible au grand public. Donc, en tant qu'analyste, même si on a des repères et des habitudes d'universitaires, chercheurs, on est obligé d'introduire une certaine dimension didactique pour que une grande partie du public puisse suivre. Il y a certainement une exigence d'objectivité, mais justement, l'objectivité, quand on a précisément la connaissance des mécanismes de fabrication de la vérité, l'objectivité est une tendance plutôt qu'une substance. Ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement sûr, quelle que soit sa bonne foi, qu'on ait la vérité en possession et qu'on soit le seul à la posséder nécessairement. Voilà. Est-ce que vous vous sentez proche d'un courant politique? Je n'ai pas besoin d'être proche d'un courant politique. Oui, mais je vous pose la question. Je ne veux pas me laisser enfermer. Le jour où je voudrais que l'on m'associe à un courant politique, ça se verra. Pour l'instant, je ne me suis pas positionné de cette manière. Oui, mais vous avez... je veux dire que vous avez certainement à l'observation un courant politique pour lequel c'est un préjugé. Vous avez de la sympathie, ce qui ne veut pas dire, que vous êtes encarté, ce qui ne veut pas dire que vous êtes encarté dans un parti. Non, je vous pose une question. C'est un préjugé. Un universitaire, un intellectuel n'est pas nécessairement obligé d'être en lien avec un courant politique, que celui-ci soit organisé sous la forme d'un parti ou que cela corresponde à un esprit. Il n'est même pas nécessairement obligé, en ayant une sensibilité, de l'exprimer. Ça dépend de sa subjectivité. Bien sûr. Voilà, ça dépend entièrement de vous. Je parlais de constance et en préparant cette émission, quelqu'un m'a demandé de vous poser une question. Je vais vous la poser. Le Cameroun est-il toujours une dictature libérale? Oui, mais il faut d'abord savoir ce que c'est que la typologie des régimes politiques. Précisément, quand vous avez fait de la science politique, vous avez des catégories intermédiaires. Le terme dictature libérale, vous pouvez l'interpréter dans beaucoup de sens. Bon, évidemment, celui qui n'a pas accès à la connaissance des travaux de sciences politiques en fait une interprétation primaire et primitive. Vous avez dans les processus de démocratisation ce qu'on appelle des démocraties hybrides. Une démocratie hybride, c'est un système qui présente des éléments qui relèvent de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le modèle du parlementarisme et de la représentation qui s'est construit comme système politique à partir des sociétés d'Europe occidentale. D'abord l'Angleterre, la Grande-Bretagne, puis progressivement sur 2 siècles, entre le 18e et le 20e siècle, toutes les sociétés d'Europe, de l'Ouest, d'Amérique du Nord, et puis ça a diffusé. Donc ce système-là a un certain nombre de caractéristiques. Maintenant, il se démarque d'autres systèmes qui sont différents
par la manière dont le pouvoir y est organisé, c'est ce qu'on appelle traditionnellement, à partir de ce regard-là, des systèmes autoritaires. Oui. Mais il y a une évolution qui s'est faite dans le monde à partir des années 90, Oui. ce que certains analystes et chercheurs, notamment Samuel Huntington, a appelé la troisième vague de la démocratisation. Cette troisième vague de la démocratisation a évidemment touché des sociétés qui étaient organisées sur une base autre que celle de la démocratie représentative, de ce que d'autres appellent la démocratie pluraliste. Et ces sociétés-là ont donc commencé à se transformer. Et on constate donc pour ces sociétés en Amérique latine, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, pas beaucoup d'ailleurs, en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, surtout en Afrique subsaharienne, qu'il y a donc des transformations. Et il faut savoir que dans l'expérience historique de la construction de la démocratie en Occident, c'est le libéralisme comme complexe d'idées qui a été la base donc, de l'installation de ce système. Oui. Donc quand on parle de dictature libérale, on parle d'un modèle spécifique qui relève de ce que Andrew Shetler appelle la démocratie hybride, c'est-à-dire un système qui a des propriétés qui relèvent des ordres dits autoritaires qui existaient avant, et puis qui a également des éléments d'un système démocratique. Donc, récapitulons, dictature libérale n'est pas contraire automatiquement à la démocratie. C'est la démocratie hybride. Voilà. Ça s'appelle de plusieurs noms en sciences politiques. Max Weber appelle ça la démocratie hégémonique. Il appelle ça la démocratie passive. Edward Shilts appelle ça la démocratie tutélaire. D'autres appellent ça la démocratie adjective, c'est-à-dire quand le système de démocratisation rencontre certaines contraintes qui viennent de l'histoire des sociétés où n'existait pas ce type d'organisation politique et où il demeure des résistances dans la transformation. Donc il ne faut pas avoir une lecture simpliste. On est parfois obligé d'avoir une lecture simpliste parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les mécanismes d'explication. Celui qui veut comprendre ce que je pense de la construction de la démocratie en Afrique ou au Cameroun, s'il veut vraiment comprendre, qu'il aille lire mes travaux scientifiques et il saura de quoi je parle. Vous ne pouvez pas analyser ma perception de ça à partir d'une formule qu'on décroche comme ça dans une émission, qui est une formule commode, parce que je n'ai pas nécessairement le temps d'expliquer tous les mécanismes. Oui. Alors, un homme que vous connaissez très bien, il est directeur de la publication du journal Le Jour, Aman Mana, pour ne pas le citer, disait que le Cameroun s'achemine peu à peu vers une dictature, au vu de la répression des libertés publiques qui accourt depuis quelques années, notamment avec les manifestations publiques systématiquement interdites, manifestations publiques surtout lorsqu'elles sont organisées par les formations politiques d'opposition. Vous partagez cet avis? C'est un jugement qu'il peut illustrer tant qu'il veut, mais le fait même de le dire, est-ce qu'on l'a arrêté parce qu'il a dit que le Cameroun était une dictature? Est-ce que les gens est-ce qu'on l'a arrêté d'abord? Non, on ne l'a pas arrêté. Il n'a pas été Deux, vous dites qu'on interdit des manifestations publiques. On constate effectivement, ça rentre précisément dans les limites qui existent dans les processus de démocratisation qui font que certaines libertés peuvent effectivement avoir des difficultés à être mises en place. Mais tout cela fait partie d'une évolution historique. Vous savez, moi je n'aime pas me limiter à des formules sentencieuses, c'est toujours réducteur. Je suis très attentif à la complexité des situations. Et c'est précisément là aussi le problème que j'ai avec beaucoup qui veulent m'enfermer dans des catégories. Or, moi, je suis essentiellement dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des éléments stables dans ce que je dis, mais je suis dynamique et je fais toujours attention à la complexité des choses. Parlons de cette actualité, de votre actualité, notamment en revenant sur ce rapport de l'ONG Human Rights Watch rendu public le 25 février dernier, un rapport ou plutôt un communiqué rendu public sur la page de l'ONG qui parle d'un peu plus d'une vingtaine de civils qui auraient été tués le 14 février dans la localité de Ngarbou, département du Dongabatoum, région du nord-ouest Cameroun. À cela vient s'ajouter cet autre rapport, cette fois-ci de l'ONG International Crisis Group, qui parle de 50 civils tués en février par les forces armées camerounaises.
Quelle appréciation faites-vous de ces regards des ONG internationales sur la situation sociopolitique en cours au Cameroun? Je dis que c'est un regard biaisé. Manifestement, à l'analyse des événements, on voit tous les biais. Pourquoi ces ONG-là, quand elles présentent la situation, ne mettent pas l'accent aussi sur un certain nombre d'exactions qui sont commises par les groupes armés? Pourquoi Human Rights Watch, qui a vocation d'analyser les violations des droits de l'homme dans différents endroits et qui a choisi de les analyser aussi dans le cadre de cette crise, tait de manière quasi systématique toutes les exactions qui sont commises contre les communautés Bororo qui sont installées dans le nord-ouest et particulièrement dans le Donga-Mantou, alors que ces communautés-là sont victimes de violences qui devraient effectivement aussi être dénoncées dans le cadre de ces problèmes de droits de l'homme. Oui. Ça montre que précisément le regard est orienté. Et puis il ne faut pas se faire, ne soyons pas naïfs, Human Rights Watch, International Crisis Group, appartiennent à la même matrice organisationnelle. Elles ont effectivement les mêmes commanditaires, les mêmes parrains, et ces commanditaires ont une certaine logique d'action. Ils ont une certaine ingénierie pour intervenir sur le cours de certaines sociétés. Oui. Ici, je parle très clairement de toute une matrice qui est reliée à une organisation qui s'appelle Open Society Institute, oui, qui est en fait parrainée par George Soros et qui a repris un terme du philosophe Karl Popper, Open Society, qui est le titre d'un livre que Popper a écrit dans les années 2020, oui, 1920, pour critiquer certains philosophes qu'il estimait être ceux qui sont les maîtres à penser de l'autoritarisme et du totalitarisme. Platon, Karl Marx, Hegel. Donc, c'est une vision, comme on dit, libérale. Et il entend donc imposer cette vision libérale à travers son réseau d'action. Ce sont ces acteurs-là qui ont financé un certain nombre de groupes qui se sont mobilisés dans les ordres politiques africains, tels que Y'en a marre au Sénégal, oui, tels que le Balai citoyen au Burkina Faso, tels que la Lucha en RDC, et qui, dans le cas du Cameroun, avait, dans le cadre d'une campagne qui s'appelle « Tourner la page », voulu susciter également des groupes du même type. Donc, ne croyez pas que leur action relève d'un humanitarisme sentimental. Et n'oubliez pas, depuis le départ, il y a des velléités de déstabilisation. Depuis le départ, ce n'est pas un problème qui est spécifique au Cameroun. Oui. Le problème des ONG humanitaires se trouve dans leur origine. Ce mécanisme d'action s'est constitué à la fin des années 60 à l'occasion de la guerre du Biafra. C'est là où l'action humanitaire telle que nous la percevons aujourd'hui s'est construite. Oui. Et on a vu également, oui, que ces ONG étaient des officines d'influence. Oui. Ça veut dire que c'était un moyen pour certains acteurs de puissance, que ce soit des États ou des lobbies économiques, d'intervenir dans la situation politique d'un pays. Alors revenons sur le fond. Oui. Sur le fond, Human Rights Watch dit 21 civils ont été tués, oui, en Garbo, oui, dans le département du Ndonga-Mantou. Vous avez peut-être soutenu l'hypothèse selon laquelle le rapport aurait été retiré par la suite, oui, puisque la chercheuse Hilaria Allegrosi, de passage sur une chaîne de télévision internationale, avait bien évidemment annoncé la publication de ce rapport. Oui. Vous avez dit sur la chaîne nationale que le rapport avait été supprimé. Nos confrères d'Equinox Télévision ont effectué un fact-checking pour constater qu'il y avait bel et bien un document. Vous appelez ça fact-checking? De Human Rights Watch sur le site. Vous appelez ça fact-checking? C'est une pure manipulation. Et j'ai proposé, oui, à M. Noufele de venir sur son plateau pour qu'on recommence sa même démonstration. Et s'il avait un sens moral, d'autant plus qu'il est sûr de sa vérité, il aurait accepté. Alors, de me recevoir sur son plateau, oui, et de me refaire son fact-checking. Oui. C'est de la pure manipulation, parce que ce qu'il y a sur le site de Human Rights Watch n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au départ. Ça, c'est d'un. De deux, ce qu'il y a, c'est soit quelque chose qui a trait à ce que vous avez appelé vous-même, et ça fait partie du vocabulaire de Human Rights Watch, un communiqué, oui, un communiqué sur une situation qui arrive quelque part et qui est évoquée par cette organisation.
ce qu'il y a et qui est mis là où dans la rubrique rapport, c'est en fait un commentaire de rapport. Comment on sait que c'est un commentaire de rapport? Parce que vous avez un document dans lequel Human Rights Watch parle des événements qui se seraient passés en Gbagbo et qui se sont passés en Gbagbo et en fournissent une certaine interprétation, oui. Mais il y a des guillemets. Autrement dit, Madame Allegretti se cite elle-même dans un rapport où elle est censée faire état de ce qui est arrivé en Gbagbo. Donc c'est un rapport. Or, vous avez là une manœuvre sémantique qui est problématique. Vous ne pouvez pas, vous par exemple, écrire un mémoire sur quelque thème que ce soit. Puis dans la bibliographie de votre mémoire, vous mettez ce mémoire. Ce n'est pas possible. Puisque vous êtes en train d'écrire ce mémoire, même au moment où vous l'avez terminé, oui. Vous ne pouvez pas l'évoquer comme une référence de votre propre travail. C'est un problème d'autoréférentialité logique et linguistique. À partir de ce moment, il est donc évident que le document qu'il y a sur le site de Human Rights Watch est plutôt un commentaire de rapport ou un article qui évoque des extraits d'un rapport. Et il faut même aller plus loin. Et si Equinox et son présentateur étaient sérieux, ils auraient accepté précisément ma demande. Pourquoi nous n'avons pas le rapport alors que Mme Allegretti nous a promis le rapport avec des images satellitaires. Vous dites que le rapport a été supprimé. Voilà. Est-ce que vous avez vu le rapport? J'ai vu un rapport. Et ce n'est pas le même. Oui. Qu'ils ont retiré. Ensuite, j'ai vu un rapport. Il y a des extraits. Oui. Il y a des extraits parce qu'il y a ce qui est sur le site de Human Rights Watch. Et en plus, il y a un autre problème. Elle avait également publié des éléments sur Twitter, sur son compte Twitter. Oui. On a donc des écrits qui sont disparates pour évoquer cette situation. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ceci. Quand elle dit qu'elle va donc présenter le rapport, je crois que nous sommes autour du 23 ou du 24 février, oui. Elle intervient sur TV5 Monde. Oui. Il y a un événement qui se passe dans la même tranche, qui est l'arrestation de M. Mfor Yakubu. Mfor Yakubu, qui est ce qu'on appelle un Zero Ground Coordinator, oui. C'est-à-dire un acteur des mouvements sécessionnistes, oui. Chargé notamment de la communication, parce que nous sommes dans une situation de guerre hybride, et qui était en contact avec Mme Allegretti. Et quand il est arrêté, on saisit un certain nombre d'éléments. Oui. Et ce sont ces éléments qui ont été présentés par les officiels sur les communications qu'ils avaient. Et ce sont ces éléments qui montrent qu'en réalité, on est dans une affaire qu'on a voulu monter en épingle dans un but précis, qui était de provoquer une internationalisation de la crise en requérant une enquête devant justifier que précisément la gestion de la crise soit enlevée au Cameroun pour être internationalisée. Mais pourquoi supprimer le rapport? Pourquoi supprimer un rapport qui a des faits, qui a des images satellitaires et le tout, et qui accable justement... Non, c'est que le rapport qui a été publié oui. ne présentait pas des images qui pouvaient concerner la situation qui est décrite, c'est-à-dire le moment des opérations. Oui. Donc le rapport était partiel. Il était partiel. D'accord. Et on promettait qu'il y aurait donc des éléments complémentaires donc pour convaincre de sa pertinence. Oui. Alors, est-ce que vous êtes convaincu donc de ce contenu qui accable justement l'armée camerounaise d'avoir tué 21 civils? Moi, je suis sceptique, mais rien n'est impossible. Oui. Ça veut dire que je ne dis pas que ce que Human Rights Watch dit soit faux. Oui. Mais il faut encore qu'on le prouve. Il ne suffit pas de dire. Si effectivement des militaires camerounais l'ont fait, il faut le prouver. Oui. Il faut même prouver qu'on leur a donné l'ordre de le faire. Parce qu'on sait comment les situations de guerre se produisent. C'est-à-dire des gens peuvent commettre des exactions parce qu'ils sont dans le feu de l'action, sans qu'ils aient reçu des ordres pour cela. C'est précisément pour ça que dans la gestion de ce type de situation, il y a une certaine chaîne de commandement et une certaine manière de produire les ordres
pour que les forces de défense ou de sécurité entrent en action. Le chef de l'État a demandé l'ouverture d'une enquête. 9 militaires ont été placés en détention. Est-ce que vous êtes sûr de l'information? L'information a été rendue publique par nos confrères de... Est-ce parce qu'elle a été, elle a été rendue publique par nos confrères qui ont des sources auprès de la sécurité militaire. Bon, c'est une information authentique, alors et que vous avez authentifiée? C'est une information rendue publique par nos confrères. Rendue publique, c'est une par nos confrères du quotidien. Je suis d'accord que ça a été rendu public. Oui. Mais est-ce que c'est authentifié? Même Mme Allegrotti, qui s'avance souvent sur le Cameroun, a dit qu'elle elle avait entendu qu'il y avait une arrestation de 9 militaires, mais elle n'a pas été catégorique comme vous voulez l'être. Moi, je ne dis pas qu'on ne les a pas arrêtés, mais je dis... Je ne suis pas catégorique, je cite un confrère. Oui, mais maintenant vous citez le confrère. Il faut le citer aussi avec prudence, puisque précisément, pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle là-dessus, reconnaissant effectivement que 9 membres des forces de défense et de sécurité ont été appréhendés, au moins pour des besoins d'enquête, pour qu'on en sache plus. D'accord. On n'en dira pas plus sur cette actualité. Mardi prochain s'ouvre la session parlementaire du mois de mars. Les députés issus du scrutin du 9 février dernier fouleront pour la première fois pour certains les marches du Palais des Verts de Ngouaïkélé. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais garde une ultra-majorité au Parlement avec 139 sièges pour le parti au pouvoir, 7 pour son poursuivant direct, l'UNDP, 5 pour le SDF, 5 pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. À l'issue de cette élection, professeur Mathias Onanguini, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui va changer de manière concrète. Le problème n'est pas de savoir ce qui va changer. Le problème est d'analyser le sens du vote et de comprendre pourquoi, sur plusieurs élections, depuis une trentaine d'années, les premières élections législatives ayant eu lieu le 1er mars 92, jusqu'aux élections législatives couplées aux élections municipales du 9 février 2020, on assiste à une mécanique qui, en dehors du 1er mars 1992, s'est toujours soldée par une majorité hégémonique du RDPC. Quand ça se répète sur plusieurs décennies, il faut quand même se poser des questions. Bien entendu, les opérateurs de l'opposition mettent à l'index le système d'organisation et d'exécution des opérations électorales, mais ça ne saurait suffire pour qu'ils analysent les choses avec un peu plus de profondeur. Ça signifie déjà qu'il y a un problème dans la configuration du jeu. Le problème, c'est quoi? C'est que, précisément, nous avons ici une situation dans laquelle nous avons une formation politique qui, en raison de son compagnonnage, son long compagnonnage avec les mécanismes étatiques, ça a été un parti unique. C'est un parti unique qui n'a pas perdu le pouvoir. C'est un parti unique qui a construit une certaine couverture territoriale. C'est un parti unique donc, qui a donc eu le temps de se déployer et qui dispose de réseaux intégrés à un appareil. Quand on est dans de telles circonstances et qu'on multiplie en face les compétiteurs sans avoir la même logistique, que ce soit la logistique matérielle, la logistique humaine ou la logistique politique, il est extrêmement difficile d'inverser le rapport de force. Et à un moment, dans un souci de maturité, les formations politiques d'opposition doivent essayer donc de forger une démarche soit qui va d'abord consister à réduire le gap, parce que le gap, il est tellement immense, avec un parti qui a cette majorité hégémonique. Vous voyez bien que si tous les autres vont se contenter d'une quarantaine de sièges de députés, ça signifie que le travail à faire est un travail très important. Ensuite, il faudrait aussi réfléchir sur la structure même, le processus politique camerounais, du pluralisme à vocation démocratique, c'est-à-dire d'un pluralisme qui essaie de construire sa fondation démocratique avec les difficultés, les contraintes qu'on connaît. Ça s'appuie sur quelle société? Comment la société camerounaise est-elle structurée, surtout au niveau local? Tant que les opérateurs politiques, notamment d'opposition, parce que c'est eux qui sont dans la position où ils veulent reprendre le contrôle de l'État aux autres, n'intègrent pas ces éléments, il va leur être très difficile
d'évoluer et de changer les conditions. Est-ce qu'une participation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, aurait pu, à défaut d'inverser la tendance, donner quand même une certaine majorité à l'opposition? Non, non. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son leader se sont défilés, si vous permettez l'expression. C'est qu'ils ont bien compris qu'avec leur logistique, il n'y avait pas la possibilité, dans ces conditions, de pouvoir prétendre battre le RDPC, lui arracher la majorité parlementaire et lui arracher la majorité dans les conseils municipaux. Donc vous comprenez la décision d'avoir choisi de boycotter? Non, je ne la comprends pas. Bien évidemment. Précisément, sauf à imaginer une démarche politique qui est une démarche extra-institutionnelle, dont une démarche extra-légale, dont une démarche insurrectionnelle. Si on crée un parti, même dans un système de démocratie passive, de démocratie hybride, comme on disait tout à l'heure, le jeu qu'on doit jouer, c'est dans le cadre des institutions. Il faut assumer la responsabilité d'avoir créé une organisation politique. Tous les Camerounais qui sont là peuvent avoir telle ou telle insatisfaction vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de l'ordre politique. Est-ce que les préalables... Il ne crée pas de parti politique. Est-ce que les à partir du moment où on a créé un parti politique, il faut prendre ses responsabilités. Est-ce que les préalables... Et un parti politique crédible dans un système pluraliste, c'est un parti qui va à la compétition. Est-ce que les préalables posés par l'UMRC vous semblent légitimes? C'est-à-dire réforme consensuelle du code électoral, retour préalable à la paix dans le Nord-Ouest. Ils peuvent poser ces préalables. Oui. Ça peut avoir du sens. Mais nous sommes dans la politique, de toutes les manières, c'est un rapport de force. Oui. Ce n'est pas parce que vous posez des préalables que vos concurrents et rivaux sont obligés d'accepter vos préalables. C'est à vous d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de les convaincre de la pertinence de ces préalables, soit en engageant un dialogue avec eux. Encore, faut-il qu'ils veuillent le dialogue, soit en faisant de la pression. Encore, faut-il avoir les moyens de la pression. Le scrutin législatif devra être repris dans 11 circonscriptions dans le nord-ouest et le sud-ouest. La décision a été prise par le Conseil constitutionnel lors du contentieux post-électoral. L'élection devra se tenir ce mois de mars. Pensez-vous que d'ici à là, les conditions seraient réunies pour la tenue d'une élection libre et transparente? Je crois qu'il faut être réaliste. Oui. Il faut être réaliste. On sait quelle est la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Même si l'État, à travers différentes mesures, des mesures administratives, politiques ou des mesures sécuritaires, la renforce, les conditions qui ont été créées par la crise sont des conditions qui font qu'une grande partie des citoyens ne sont pas en confiance, c'est-à-dire n'estiment pas nécessairement que les conditions de sécurité et pourraient leur permettre de participer à un processus électoral. Mais en même temps, l'État doit fonctionner. Ce n'est pas l'État qui a demandé à créer une crise là-bas. Il gère la crise qui lui a été imposée. Et il la gère avec ses moyens et un certain nombre de contraintes. Elections Cameroun a fait ce que Elections Cameroun pouvait faire compte tenu des conditions. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette gestion imposée par la situation n'était pas satisfaisante et a demandé que les opérations soient recommencées. Ce qui signifie qu'Elections Cameroun va essayer d'améliorer son dispositif, que l'État, notamment à travers le commandement, le ministère de l'administration territoriale, va essayer d'améliorer les conditions administratives et sécuritaires. Espérons que cette fois-là, le Conseil constitutionnel trouvera, si les élections sont à nouveau attaquées devant cette instance, que le processus s'est passé de manière satisfaisante et conforme aux lois et règlements en vigueur. Alors, est-ce qu'une faible participation, telle que c'est le cas aux élections dans cette partie du Cameroun, ne pourrait pas radicaliser davantage les dissidences et ramener plus de sympathisants dans les rangs des séparatistes, qui poserait d'ailleurs cela comme un argument? Non, c'est juste la manipulation politique. D'abord, il faut comprendre une chose. La question de la participation dans les élections pluralistes
et dans les systèmes pluralistes, soit consolidés, soit à vocation pluraliste, c'est-à-dire qui essaient de se construire, est une question qui est assez complexe. Les pays africains n'ont pas le monopole des élections qui font face à la désaffection. Ce qu'on appelle souvent d'ailleurs avec parfois une certaine naïveté, les vieilles démocraties connaissent ce problème. C'est un problème qui est lié en fait à ce qu'on appelle la routinisation du jeu politique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un certain nombre d'acteurs de la société constatent que le fait qu'on fait des élections ne modifie pas nécessairement la conduite des politiques publiques et ne modifie pas nécessairement leur sort. Alors ils se désintéressent des élections en considérant que ce sont des choses qui ne sont pas utiles. Oui. C'est un problème qui se pose dans tous les systèmes qui ont cette technologie de décision collective, c'est-à-dire ces systèmes où on va choisir ceux qui dirigent par la technique de l'élection et de la représentation. Professeur Ronan Guigny, une page de l'histoire politique du Cameroun s'est refermée ce jour. Vous avez sans doute appris comme moi le décès ce jour à Yaoundé du docteur Adamou Damdjoya, ancien ministre, président de l'Union démocratique du Cameroun, universitaire, écrivain également. Quel héritage, selon vous, a-t-il laissé à la démocratie camerounaise? Tout d'abord, nos condoléances à la famille du ministre Adamou Damdjoya. Ensuite, effectivement, c'est une grande perte. C'est une personnalité qui s'est inscrite pendant plusieurs décennies dans notre histoire, aussi bien notre histoire politique et administrative que notre histoire intellectuelle. Le docteur Adamou Damdjoya a occupé, comme on sait, de hautes fonctions. Il a été vice-ministre des Affaires étrangères. Il a été ministre délégué chargé de la réforme administrative de l'État. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Il a également aussi occupé, dans le cadre de ses activités d'expertise, des fonctions prestigieuses au sein de l'UNESCO. C'est par ailleurs un intellectuel qui a développé des réflexions sur l'éthique, des portables réflexions sur l'éthique en général et sur l'éthique politique. C'était une personnalité d'expérience et c'est l'un des acteurs qui ont contribué à la construction du nouveau champ politique camerounais lorsqu'il s'est réorienté vers le pluralisme à partir des années 1990. À ce titre, il a permis à la formation politique qu'est l'UDC de s'inscrire dans le paysage politique camerounais en étant une formation représentée à différentes élections, ayant toujours des représentants dans les élections législatives et dans les élections municipales. Il a souvent été aussi candidat, je dirais même toujours, à l'élection présidentielle avec des performances un peu moins convaincantes. Il a pu implanter cette formation, mais également on a vu les limites, ses limites à essayer de construire un appareil politique pouvant aller beaucoup plus loin que ce qui était reconnu comme son fief, c'est-à-dire le département du Noun. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette personnalité qui a contribué à faire notre histoire. Merci. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est paix à son âme et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Parlons d'actualité internationale cette fois-ci. On prend la direction de la Côte d'Ivoire. Le jeudi 5 mars dernier, devant les parlementaires, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara annonçait qu'il ne se portera pas candidat à l'élection d'octobre 2020. Cette annonce vous a-t-elle surprise? Oui, d'une certaine manière, c'est une surprise, mais en même temps, connaissant le personnage, à mon avis, il faut être assez prudent. Parce que sur la question de sa participation à l'élection présidentielle de 2020, le président Alassane Dramane Ouattara a beaucoup varié. D'abord, il a dit, en 2020, c'est le candidat du PDCI qui représentera le RHDP, qui était alors une coalition, à cette élection de 2020. Ensuite, il a dit, je peux être candidat à cette élection de 2020, mais je ne me suis pas encore décidé. Après, il a dit, je peux aller à cette élection si les leaders de la vieille génération sont candidats.
Et évidemment, quand il parle des leaders de la vieille génération, il fait référence Laurent à ses Gbagbo, prédécesseurs, Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié Oui. et le président Laurent Gbagbo. Il a dit, s'ils sont candidats, moi aussi je serai candidat. Oui. Après, il dit, je vais transférer le pouvoir, et c'est ce qui me paraît le plus important dans sa déclaration, je vais transférer le pouvoir à la jeune génération. Oui. Et je pense que c'est à partir de là que l'enthousiasme que ces déclarations suscitent doit être nuancé. Certes, le président Alassane Dramane Ouattara est encore le président de la République de Côte d'Ivoire, mais il n'est pas le souverain populaire de Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas à lui de transférer le pouvoir à la jeune génération, c'est au souverain populaire se prononçant comme corps électoral de décider de qui sera le président de la Côte d'Ivoire, que ce soit quelqu'un de la vieille génération ou de la jeune génération. Et cette manière de faire nous renvoie donc à un imaginaire. Ça veut dire que dans son esprit, il s'agit de structurer la succession et de ne pas la laisser à la portée du souverain. Parce que quelle est sa position pour transférer le pouvoir et décider que ce transfert de pouvoir ira à la jeune génération? En plus, quand il parle de la jeune génération, est-ce que Guillaume Kigbafori Soro, qui a été l'un de ses collaborateurs et lieutenants, ne fait-il pas partie de cette jeune génération? Est-ce que Charles Blé Goudé ne fait-il pas partie de la jeune génération? Or, on sait quelles sont les manœuvres qui ont été organisées contre ces deux personnalités pour, en réalité, les exclure du jeu. Ça veut dire même que ce projet de transférer le pouvoir à la jeune génération est un projet biaisé. Et qui serait donc de cette jeune génération, si l'on s'en tient à ceux qui sont parmi les principaux lieutenants du président Ouattara? Est-ce que c'est le vice-président, le président Kablan Donkan, qui a pratiquement 70 ans? Est-ce que c'est le premier ministre Ahmed Bon Koulibaly, qui a 61 ans? Oui. C'est ça la jeune génération. Alors, est-ce que ce n'est pas pour lui une manière de trancher avec cette classe politique qui a dominé en Côte d'Ivoire juste après le départ du président? Non, pas du tout. Houphouët-Boigny. Je ne pense pas que ce Henri soit... Konan Bédié, Laurent Gbagbo et lui-même. Non, ce n'est pas à lui de trancher. Si par exemple le président Henri Konan Bédié veut être candidat, pourquoi ne le serait-il pas? Alors, est-ce que la décision... Est-ce que c'est au président Ouattara de dire je vais transférer le pouvoir à la génération? Est-ce que cette décision ne peut pas mettre justement la pression au sein des formations politiques comme, pas du tout. Comme le FPI, le PDCI, pour appeler effectivement ces leaders eux aussi à céder la place à la jeune classe politique? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le président Alassane Dramane Ouattara peut-être faire ses suggestions ou injonctions à sa formation politique, le RHDP, mais il ne peut pas le faire au PDC et au FPI, à d'autres formations comme leader. Et il faut encore même que dans sa propre formation politique, on l'écoute. Il ne peut pas empêcher des gens de la vieille génération d'être candidats s'ils le veulent. Et si les Ivoiriens décident de les choisir, il va refuser de transférer le pouvoir parce que le pouvoir n'aura pas été transféré à la jeune génération. Je crois qu'en réalité, il y a quelque chose. Soit il veut donc structurer la succession selon un mécanisme à la Poutine qui permettrait qu'il ait un dauphin coopté et un dauphin que lui-même cornaque, c'est-à-dire qu'il accompagne et qu'il contrôle, par exemple en tant que vice-président ou premier ministre. Mais dans le schéma ivoirien, ce serait le vice-président. Sauf révision de la Constitution. Alors, ça peut être aussi un mécanisme plus ou moins similaire à la stratégie qui a été adoptée par Joseph Kabila, permettant d'installer un dauphin qui ne lui créerait pas de problème. Mais il y a toujours un petit espace, même si cet espace est contraint par sa déclaration solennelle, c'est de dire, j'avais dit que je ne serais pas candidat, parce qu'il a aussi dit, mais que je serai candidat s'il y a des candidats de la vieille génération. Alors pourquoi faire cette annonce justement? Vous parlez d'un scénario à la Poutine. C'est possible. Je n'ai pas dit que ça sera parce que les gens ont souvent des lectures superficielles. D'accord, mais il faut lire les situations en arbre. Mais a-t-il besoin de cela? Le président Ouattara a la possibilité
de se présenter à cette élection présidentielle? Non, si on s'en tient... Pour 2 mandats encore, il a la possibilité de briguer 2 mandats. C'est un problème d'interprétation. Oui. Selon lui, il a la possibilité de se présenter. Selon la Constitution. Selon lui. Selon sa lecture qu'il fait de la Constitution. Selon la Constitution. Selon sa lecture qu'il fait de la Constitution. Parce que cette lecture-là n'est pas partagée par tous les acteurs. La Constitution modifiée en 2016. Que ce soit les acteurs politiques, oui, ou même que ce soit des professionnels de la lecture du droit, comme les professeurs de droit constitutionnel ou de sciences politiques, oui, et tout le monde n'admet pas que le candidat, le président Alassane Dramane Ouattara, puisse licitement se présenter à une élection présidentielle, sauf modification de la Constitution. Alors la Constitution est claire. Je voudrais bien qu'on fasse l'impasse. Venez donc avec la Constitution, qu'on lise pour voir si elle est aussi claire que vous pensez. La Constitution prévoit 2 mandats. Oui. 2 mandats pour le chef de l'État. Constitution de 2016. Alors, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de rétroactivité. Lui qui a été élu en 2015, il a la possibilité, bien évidemment, de se présenter en 2020. Non. Pour 2 nouveaux mandats. Non. C'est pas aussi, le débat n'est pas aussi tranché que ça. Bon, c'est une manière de voir, mais je ne pense pas. Voilà. Parlons de ce projet de loi de modification de la Constitution qui est en cours en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il pourra utiliser cela comme un instrument pour déblayer le chemin à son favori, si on peut l'appeler ainsi? C'est ce que beaucoup d'acteurs ou d'observateurs subodorent. Maintenant, il faudrait voir le contenu précis, oui, du projet en termes de dispositions constitutionnelles pour savoir de quoi il retourne effectivement. Mais, comme je vous ai dit, son inconscient a parlé quand oui, il dit qu'il va transférer le pouvoir. Ça veut dire qu'il est certain qu'il sera au cœur de la manœuvre qui va conduire à la dévolution du pouvoir, oui, qu'il va y jouer un rôle déterminant. Et pour y jouer un rôle déterminant dans ces conditions, ça veut dire que dans son esprit, c'est lui qui va donc coacher son successeur et lui transmettre le pouvoir. Et cela peut donc inclure une démarche qui va donc s'appuyer sur une révision de la Constitution, oui, soit pour éliminer des rivaux de la vieille génération, oui, en mettant par exemple des limites d'âge, oui, de manière à les disqualifier. Revenir à 75 ans par exemple. Oui, par exemple, oui, pour les disqualifier du jeu. Bon, qu'est-ce que cela, à quoi cela correspond en termes d'éthique politique pour, oui, quelqu'un qui a voulu se donner la posture de quelqu'un qui était dans une certaine élégance démocratique? On se posera la question. Est-ce que c'est une avancée démocratique pour la Côte d'Ivoire, cette décision du président Ouattara? Pas du tout. Pour qu'il y ait une avancée démocratique, oui, sérieuse, sur le plan institutionnel, oui, pour qu'il y ait il faut déjà exclure l'inconscient qu'il a lui-même exprimé, celui de transférer le pouvoir, parce que ce n'est pas lui, même président de la Côte d'Ivoire, de transférer le pouvoir. Oui. Le transfert du pouvoir se fait suivant les mécanismes constitutionnels à l'issue d'une élection présidentielle où les Ivoiriens auront choisi leur président. Oui. Ce n'est donc pas un mécanisme monarchique où on consacre et on adoube un dauphin. Ça, c'est d'un. De deux, sur le plan politique, ça suppose qu'il y ait donc des mesures pour permettre aux acteurs politiques de Côte d'Ivoire de s'inscrire, s'ils le souhaitent, sereinement dans le jeu de la concurrence pluraliste et démocratique pour cette élection présidentielle. Oui. Quand on a vu les manœuvres qui ont concerné son ancien lieutenant, Guillaume Soro, qui n'est pas particulièrement quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, oui, quand on a vu comment il a traité, on comprend en réalité qu'il s'agit donc de canaliser le pouvoir dans une certaine direction. Je ne sais pas si c'est cela que vous appelez vraiment une avancée démocratique. Non, je vais poser une question. Mais alors, cette décision de ne pas se présenter pourra-t-elle avoir influencé dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, comme par exemple la Guinée? Je ne crois pas. Le président Alpha Condé est sur le point de modifier justement cette constitution. Non, ce n'est pas parce que oui, Alassane Dramane Ouattara a décidé qu'il ne se représenterait pas que nécessairement oui, le président Condé ne va pas se présenter. Est-ce que les autres pays devraient prendre exemple sur ce cas? Chacun fait comme il veut. Comme la Guinée équatoriale, comme le Cameroun. Chacun fait comme il veut.
vous pouvez penser tout ce que vous voulez, ceux qui vont décider, ce sont ces acteurs politiques. Et moi, je crois que chacun fait comme il veut. Oui. On n'a pas à dire, à imposer à quelqu'un une voie à suivre. Lui-même, il décide. Maintenant, on peut apprécier si la voie qui a été choisie est une voie appropriée ou non. Oui. Voilà. Je pose la question autrement. Le Cameroun doit-il prendre exemple sur la Côte d'Ivoire? Le Cameroun va prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et même si le Cameroun devait prendre exemple sur la Côte d'Ivoire et que les acteurs concernés ne veulent pas, vous allez les obliger à faire comme le président Ouattara? Non. Ça veut dire que c'est à eux de décider s'ils veulent aller dans ce sens. Personne ne peut leur imposer d'aller dans ce sens. C'est à eux de décider. C'est un problème de conscience. Oui. Tout simplement. Voilà. Merci, professeur Mathias Eriko Onanguini. Nous sommes arrivés presque au terme de cet échange. Je vous donne peut-être l'occasion de dire un dernier mot sur l'avenir de la Côte d'Ivoire après cette déclaration du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que la période des longs couteaux est définitivement terminée? Est-ce qu'à travers cette décision, l'on s'avance de plus en plus vers une forme de réunification des idées qui jadis étaient aux antipodes? Est-ce qu'elle peut susciter une nouvelle Côte d'Ivoire, cette décision? Non et non. Pourquoi? Vous êtes pessimiste? Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Pour qu'il y ait ce consensus fort, ça suppose qu'il y ait des actes, certains types d'actes. Le consensus, soit il résulte d'un dialogue qui prend une forme institutionnelle sur les principes qui conduisent le jeu politique. Par exemple, c'est ce que des acteurs de l'opposition demandent au Cameroun. On discute par exemple sur le code électoral consensuel et autres. Mais ça suppose aussi, pour que ça se fasse, que tous les acteurs soient d'accord, ce qui n'est pas automatique. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il y a une volonté claire et manifestée, parce que ce n'est pas une histoire de spéculation, d'écarter certains acteurs dont on connaît la capacité politique, pourquoi vous voudrez qu'après la Côte d'Ivoire soit stable? Vous pensez que quand vous aurez donc écarté par de tels mécanismes un Guillaume Soro, qui dispose quand même, quoi qu'on dise, en raison de son rôle historique dans le processus politique ivoirien depuis pratiquement 2002, d'un certain nombre de capacités de nuisance, quand vous voulez, et on l'a vu, manœuvrer depuis le départ pour exclure Laurent Gbagbo du jeu, pour exclure Henri Konan Bédié, vous pensez que ça va se passer comme ça, sans qu'il y ait de problème? Ce n'est pas possible. Il y aura des secousses. Mais maintenant, le pari peut-être que le président Ouattara a fait, c'est qu'il a les moyens de gérer ces secousses-là. Mais des secousses, il y aura, tant qu'on est dans cette perspective, soit où il prépare un dauphin en se dégageant complètement, soit il prépare un faux dauphin qui sera en réalité un dauphin coaché, un dauphin qui le contrôlerait, par exemple dans une position de vice-président, et avec un contrôle sur les dispositifs du pouvoir, pour que ce dauphin ne lui échappe pas. On ne sera pas nécessairement sorti de l'auberge. Voilà. Professeur Mathias Eriko Onanguini, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci d'avoir également fait le déplacement. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Je vous remercie et je vous remercie pour la qualité de votre question. Merci. On se donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 20h30 avec l'invité de H et surtout avec un nouveau client sur la chaise de l'invité. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout restez toujours à l'écoute des programmes de Humanitarian TV. Bonsoir.